Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à 3100 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Aujourd'hui, on reçoit l'historien Gilles Galichan pour discuter de son livre qui va paraître bientôt. Un livre qui est intitulé « L'Église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire et chantier d'avenir ». Monsieur Galichan est un bibliothécaire et historien du livre et de l'imprimé parlementaire canadien, auteur de nombreux livres et articles aussi, et membre de la Société des 10 pour ne nommer que ses faits d'armes. Bonjour, Monsieur Galichan. Bonjour. Vous allez bien? Merci de m'avoir invité. Ouais, ça fait très plaisir. Et je suis aussi accompagné en studio d'Emmanuel Bernier comme co-animateur. Bonjour. Et il y a aussi moi-même, René Laliberté. Donc aujourd'hui, on a un sujet extrêmement intéressant, un sujet qui me plaît beaucoup parce que je suis actuellement résident de Limoilou. Il y a aussi beaucoup de projets qui sont en cours avec l'Église Saint-Charles de Limoilou. Donc c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais avant d'aborder le thème historique de notre émission, M. Galichan, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce livre-là? En fait, ça remonte à, je dirais, au-delà de 20 ans. Il y avait eu en 1996 une fête pour célébrer le centenaire de la paroisse. À ce moment-là, on se marquait souvent les centenaires de paroisse. La paroisse n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais fait quelques recherches pour faire une conférence sur l'histoire de l'Église en particulier. Et c'est resté un peu comme ça dans les dossiers. Et l'an dernier, c'est-à-dire il y a 2 ans, la Société historique de Limoilou m'avait demandé de refaire une conférence à l'Église même, qui était fermée à ce moment-là, etc., mais pour reparler un petit peu de ce dossier-là. Et c'est ça qui a été un petit peu le coup d'envoi. Alors, j'ai ressorti mes vieux papiers, dépoussiéré ça, regardé ça, et puis je me suis dit, ma foi, il y a de la matière à faire plus que ça. Et comme là, c'était le projet, c'est-à-dire que l'Église est enfermée, on recherche ce qu'on appelle la requalification de l'Église, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Église-là? Je me suis dit que c'était peut-être le temps de regarder ce qui avait été le passé de cette Église-là, la signification, la symbolique, les artistes aussi qui avaient travaillé là-dedans et tout ça. Alors, de revisiter l'histoire de ce monument-là, de ce bâtiment-là, peu importe ce qu'adviendra après, ça, on n'en est pas nécessairement responsable, mais de voir un petit peu cette trajectoire-là, et puis de voir la valeur, la signification dans le patrimoine religieux, dans le patrimoine bâti de la ville de Québec aussi, la place que cette église-là pouvait occuper. Et de quels aspects allez-vous traiter, en gros, là, dans ce livre-là? Ça m'a amené, l'histoire du bâtiment m'a amené à parler aussi de l'histoire du quartier, du lieu, parce que ce bâtiment-là, il a été bâti par des gens, pour des gens, avec évidemment, le côté religieux, la pratique religieuse qui était très, très forte, l'importance de l'Église dans la société québécoise, qu'on reconnaît, je dirais, physiquement dans la présence de ces églises-là dans les villes et les villages. Alors, c'est ça qui m'a amené donc à retracer un peu l'historique depuis le début, d'autant plus que même les noms, Saint-Charles, on parle aujourd'hui de Notre-Dame de Rocamadour, qui est le nouveau vocable de la parole, tout ça a des liens avec l'histoire. Donc, avant de plaquer comme ça l'édifice et d'en parler, il fallait un peu remonter puis donner la signification que l'Église avait dans le milieu et dans le temps historique du quartier. Quelles sources vous avez mobilisées environ là, pour faire cette histoire-là de Saint-Charles de Limoilou? Est-ce que c'est des sources qui sont strictement celles de la paroisse? Vous êtes allé fouiller un peu à l'extérieur? Il a fallu fouiller un petit peu. Comme évidemment les Capucins ont occupé pendant 80 ans le service de la paroisse de 1902-1982 et même au-delà, encore aujourd'hui, il y a des Capucins qui font de la pastorale et tout ça. Eh bien, c'est certain que dans les archives de la Fraternité des Capucins, qui sont maintenant regroupées, la plupart regroupées à Pointe-aux-Trembles, à Montréal, mais il y en a encore aussi dans la fraternité, parce qu'il y a encore une fraternité des Capucins à Limoilou, qui ont de très belles archives aussi. Il y avait les archives de la paroisse, comme vous dites aussi. Puis il y avait aussi énormément d'archives, des choses publiées, les journaux, les revues, etc. Alors, revues d'architecture et tout ça. Alors, j'ai essayé de glaner au maximum les fonds d'archives. Ici, par exemple, à l'Université Laval, le fonds de Joseph-Pierre Ouellette, qui est l'architecte, un des architectes de l'Église, les papiers sont ici aux archives de l'Université Laval. Alors, donc, on va partout, évidemment, où il y a des points d'eau, comme je dis souvent, là, pour aller alimenter comme ça une recherche. Alors, ça s'est fait un petit peu à tous égards. Est-ce que vous avez utilisé des sources orales aussi? Sources orales, oui, en partie seulement, parce que, comme, évidemment, le but, c'était aussi de parler de l'édifice et puis de documenter. La plupart de ceux qui ont été témoins, soit de la construction et tout ça, évidemment, n'y sont plus, mais il y a encore des gens qui pouvaient nous en parler, nous parler des traditions aussi. Ça a été, on pourra en reparler, mais on m'avait dit, c'était un collègue, vous connaissez
connaissez sûrement Jean-Marie Lebel. Bon, Jean-Marie qui m'a dit, il faut absolument que tu parles aussi des traditions, tout ce qui est greffé autour de l'Église, les processions, puis toutes ces choses-là, le patrimoine disparu, mais immatériel. Bon, alors ça, pour ça, évidemment, parce que ça se répercute moi-même, j'ai des souvenirs de cette époque-là. Alors ça, je pouvais évidemment en parler ou questionner des gens qui ont été témoins de ça. Mais pour le bâti lui-même, l'historique, vu que ça remonte au 19e et au début du 20e siècle, là, les sources orales, évidemment, sont moins accessibles. Moins accessibles, voilà. Et avant qu'on aille en pause musicale, à quel moment va paraître le livre? Chez quel éditeur? À quel endroit on peut le trouver? Alors, ça va être publié aux éditions du Septentrion. Ça va paraître pour le Salon du Livre de Québec. Donc, début avril, ça va être une surprise de Pâques, là, et ça s'en vient bientôt, voilà. C'est génial. Donc, on va déjà aller en pause musicale avec une chanson très appropriée. La chanson intitulée La Basse-Ville de Sylvain Lelièvre. Moi, je suis d'une ruelle, comme on est d'un village, entre les hangars de tôle, puis les sacs à poubelle, entre la 8 puis la 9, entre la 2 puis la 3, entre l'école et l'église, ma petite enfance est là. Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. Moi c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne. Dimanche après-midi, à Tabagie d'en face, un cornet de crème à glace, à 2 boules, s'il vous plaît. Un concours de yo-yo, pendant qu'à la radio, Monsieur Jean Béliveau fait son tour du chapeau. Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. Moi c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, qui pousse des pissenlits dans les craques du trottoir. Avec ma première blonde, on joue plus tard le soir. On fait le tour du bloc en bicycle dans le noir. Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui aiment peut-être mieux pas. Moi c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne.
Donc, de retour à 3600 secondes d'histoire avec Gilles Galichan autour du livre à paraître L'Église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire et chantier d'avenir. Donc, avant d'aborder l'histoire, disons, à proprement dit, de l'Église, on va s'intéresser à l'histoire plus générale du quartier pour pouvoir mieux remettre l'histoire de l'Église dans son contexte. Donc, on parle de Limoilou. Mais au départ, c'est une zone qui avait été peuplée avant qu'on comprenne ce quartier-là comme étant celui de Limoilou. Donc, quand est-ce qu'on commence à voir des gens s'installer dans les environs du Limoilou actuel? On peut remonter ça jusqu'au 17e siècle. Vous savez qu'au départ, à l'époque de l'époque seigneuriale, ça avait été concédé, c'était une seigneurie qui s'appelait Notre-Dame-des-Anges, qui avait été concédée aux Récollets d'abord, et les Jésuites, finalement, lorsque les Récollets ont quitté, les Jésuites ont mis la main dessus. Et donc, c'est resté une seigneurie jusqu'au 19e siècle. Et les populations qui sont installées sur des axes routiers. Alors, vous avez la Canardière, qui était le chemin de Beauport. Alors, ça a été un premier axe où les fermes ont commencé le long du fleuve aussi à s'installer. Il y avait aussi la route qui menait à Charlesbourg, qui est notre première avenue actuelle. Alors, ça aussi, ça a été un axe routier et les premiers, premiers occupants se sont greffés un petit peu autour de ces deux axes routiers qui ont été, Après ça, évidemment qu'il y a eu une occupation donc agricole et par la suite, après la conquête, il y a eu des ventes et il y a des grands propriétaires terriens qui se sont occupé d'avoir des territoires, surtout le long de la rivière, parce que la rivière Saint-Charles, c'était un axe important au niveau économique. On construisait des bâtiments, des constructions navales. Ensuite, le bois qui circulait aussi. Donc, il y a eu toute une activité économique par ces grands propriétaires qui amenaient les ouvriers, évidemment, à s'installer pas loin de chez eux. Alors, ça a créé comme ça toute une série de petits foyers de population, petits villages, si on veut, de façon un peu anarchique. Il n'y avait pas vraiment de plan d'urbanisation. C'était une sorte de banlieue, une sorte de faubourg éloigné un petit peu de Québec, parce que les premiers faubourgs, c'était Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste. Puis un peu au-delà de la rivière, il y avait ces petits noyaux de population qu'on appelait Edleyville, parce que le propriétaire s'appelait Edley Anderson. Et puis il y avait Smithville, Parkville. En fait, c'était tous des petits noyaux qui portaient plus ou moins les noms des grands propriétaires. Et par la suite, ça a été ces propriétaires-là ont quitté. En fait, il y a eu un passage, c'est l'historien Régent Lemoine qui a attiré l'attention là-dessus. Je pense qu'il a tout à fait raison. À la fin du 19e siècle, il y a un retour sur l'histoire, un retour aussi sur l'identité, le nationalisme remonte et tout ça. C'est l'époque d'Honoré Mercier comme au plan politique. C'est son lieu de fratricide et tout ça. Et l'idée aussi de commémorer l'histoire dans ce contexte-là fleurit beaucoup. On construit l'hôtel du Parlement avec tout un panthéon aussi historique. Alors, on s'est réapproprié cet espace-là en créant le parc Cartier-Brébeuf qui existe encore aujourd'hui. Et en 1889, il y a un immense déploiement, je dirais, national autour de ça, la Société Saint-Jean-Baptiste, 10 000 personnes qui viennent inaugurer le monument qui est encore au centre du vieux parc. Et on se réapproprie. Alors, on décide, c'est pas longtemps après ça qu'on décide de donner le nom de Limoilou. Limoilou, c'était le nom du hameau, enfin du domaine qu'avait Jacques Cartier près de Saint-Malo au 16e siècle. Alors voyez-vous, ce retour aux sources. Et comme Jacques Cartier avait passé son premier hiver à l'embouchure de la rivière Lairet et Saint-Charles, en fait, le confluent, on s'est dit, c'est justement, on va faire un lieu historique, on va faire un monument, et on se remémore comme ça les débuts de la Nouvelle-France. Donc, on rattachait le lieu et on lui a donné ce nom de Limoilou pour commémorer l'histoire aussi. Et à quel moment on voit apparaître une municipalité dans ce coin-là? La municipalité, elle naît dans les années 1890 et pour une raison spécial, c'est qu'en 1892, il y a un grand incendie. Limoilou, ça a été marqué par le feu et par l'eau. L'eau, parce que souvent, la rivière débordait, le fleuve débordait, puis c'était une des terres basses, alors c'était très fertile. Alors, pour l'agriculture, ça allait très bien. Mais, bon, il y avait ce problème-là, c'était presque au niveau de l'eau, donc les grandes marées, souvent, envahissaient. Alors, l'eau et le feu. Le feu, c'est en 1892, le petit village d'Edleyville dont je vous parlais. Les 2 tiers ont été ravagés par un incendie. Et là, on s'est rendu compte que la misère de ce lieu-là, parce que c'était presque un bidonville, alors toutes des petites maisons de bois, des maisons ouvrières, ça pouvait facilement passer au feu. Donc, il fallait organiser un peu l'espace. Il fallait se donner aussi un aqueduc. Il fallait être capable de répondre à ces dangers du feu, etc. Donc, on va rebâtir et on se dit, il faut justement se donner, se réunir un peu. Alors, tous ces petits villages, ces petits hameaux dont je vous parlais, on va les réunir sous une municipalité à laquelle on va donner le nom de Limoilou. Et ça va être créé en 1893.
voyez, voilà, on est dans les années, je vous parlais par Cathy Brevet, 1889, 93, on est dans les mêmes années, et il y a ce souci, je dirais, de se réapproprier le lieu, l'espace aussi symbolique, et de créer une municipalité, parce que là, la population commence de plus en plus à augmenter. C'est encore très semi-agricole, mais il y a ces petits noyaux de population ouvrière, donc ça joue. Les 10 noyaux de population, vous avez parlé d'Edleyville, Smithville, est-ce qu'on est capable de les situer un peu dans l'espace urbain actuel? Oui, effectivement. Alors, c'est ça, vous aviez New Waterford, qui est un autre petit village, c'était à peu près où se trouve aujourd'hui la Papetière, le White Birch, là, puis la Anglo autrefois. Bon, Edleyville, c'est en fait l'axe de la 3e rue actuelle et de la première avenue. Alors, près du pont actuel Drouin, là, du pont Drouin. Alors, c'est ça, vous aviez ce secteur-là, en allant justement vers la 8e avenue actuelle. Là. Alors, c'était là qu'était le vieux noyau de la population. Puis vous aviez Parkville, ça c'est un peu le secteur qu'aujourd'hui Saint-François d'Assise, où est l'hôpital Saint-François d'Assise. Alors vous aviez là Parkville. Un peu plus haut, vous aviez Smithville. Vous voyez ce qui va donner Stadacona aussi, le petit village qui s'appelle encore le coin Stadacona. Alors vous en aviez comme ça, il y avait des petits hameaux, des petits groupes là qui travaillaient comme ça pour les grands propriétaires. En fait, aussi, on a parlé de la municipalité. C'est qui les acteurs de la Constitution, si je peux dire, de la municipalité? C'est qui va prendre cette initiative-là? Ben, il va y avoir des gens qui vont, les premiers maires ou les premiers greffiers, etc., qui, parce que la ville va être annexée en 1910 à la ville de Québec. Québec va devenir vraiment une partie de la ville de Québec. Et la plupart des gens qui ont été les fondateurs, les pionniers de la ville, vont devenir des fonctionnaires, par exemple, ou vont travailler pour la ville de Québec. Mais ce qui est important pour ce qui est de l'organisation, je dirais, urbanistique du lieu, c'est la création en 1906, si je me souviens bien, de la Quebecland. C'est que, je vous parlais de M. Anderson, là, Adley Anderson, qui va vendre, ces gens-là vont tranquillement laisser l'espace aussi, vont s'en aller au fil des ans, ils vont vendre leur terrain. Donc, il y avait des immenses terrains qui étaient en partie bâtis, mais beaucoup étaient encore en friche ou encore agricoles, c'était des employés agricoles qui travaillaient là-dessus. Alors, donc, ça va être acheté par un consortium d'hommes d'affaires. Il y avait là-dedans notamment Trefflé Berthiaume, qui était propriétaire de la presse à Montréal. Il y avait Adélard Turgeon, qui était ministre du gouvernement québécois de l'époque. En tout cas, ces gens-là, évidemment, qui étaient très, très actifs dans le milieu économique, vont acheter ces terres-là et vont planifier le développement urbain de Québec. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les rues, le quadrillé des rues de Québec. Et c'est inspiré, figurez-vous, de New York. Parce que la Canardière, qui faisait une oblique, comme ça, lorsqu'on quadrillait, qu'on planifiait comme ça les lots à vendre, ben ça a rappelé un peu la géographie de Manhattan, avec Broadway qui traverse comme ça en biseau, qui est une vieille axe aussi routier. Alors, ils se sont dit, tiens, ça rappelle un peu ça. Et c'est de là que vient la numérotation des rues de Limoilou, des avenues, parce que à New York, évidemment, puis New York, ben, c'était la grande ville, et puis on rêvait de faire un nouveau New York à Québec. Bon, alors, de développer. Alors, à cause de cette configuration, c'est purement hasard, mais on a décidé de donner ce caractère très moderne aussi à Limoilou, et on a comme ça quadrillé les rues et fait des petits lots qui, de façon intéressante, rappellent un peu les anciens lots seigneuriaux, vous savez, les grandes terres rectangulaires qui étaient, bon. Alors, quand on regarde la façon dont on a loti les lots à bâtir de Limoilou, ben, c'est toutes des petites propriétés, mais en rectangle aussi, ce qui a donné ces maisons, ces triplex avec les ruelles à l'arrière et avec des terrains et des maisons, des appartements qui sont aussi tout en longueur avec un corridor central et des appartements. Alors, ça a donné un peu aussi je dirais au niveau architectural, l'architecture urbaine, le bâti aussi s'est fait avec peut-être une longue tradition qui venait spontanément comme ça lorsqu'on divisait les terres et on redonnait finalement en petit ce qu'avait été l'ancien système seigneurial d'autrefois. Et à ce moment-là, au début du 20e siècle, quel est le profil économique du quartier de Limoilou? Il y a quelques notables, mais parce qu'il y avait aussi des belles grandes propriétés. Aussi, le long de la Canardière, il y avait eu de belles grandes propriétés. On en voit encore des traces encore aujourd'hui, mais c'était essentiellement des ouvriers. Et ce qui va donner le moteur aussi économique aussi des gens, c'est que vous aviez ces petites entreprises dont on parlait qui construisaient le long de la rivière Saint-Charles. Il y a des briqueries, il y avait des corderies, etc. Bon, mais justement, c'était l'activité souvent du port de Québec qui débordait de ce côté-là. Donc, lorsqu'on avait besoin de fournitures, de câbles, de poulies, etc. Donc, on installait comme ça une petite entreprise qui s'installait là. Et le deuxième facteur de développement aussi, ça va être les chemins de fer. À partir du moment où le pont de Québec va être construit, va être en construction, mais on va amener, il y avait déjà la ligne du chemin de fer du lac Saint-Jean. Alors, il va y avoir donc l'arrivée, le Grand Central. On va construire en 1915 la gare du Palais. Donc, Limoilou, mais aussi
de l'autre côté de la rivière devienne un centre ferroviaire, un nœud ferroviaire. Et là, évidemment, ça attire des gens qui vont travailler de ce côté-là. Et l'autre facteur qui va finir par développer aussi Limoilou, c'est l'abolition des péages. À ce moment-là, les rues, les ponts de la rivière, etc., c'était des ponts à péage, c'était des entreprises aussi. Avec l'annexion de Limoilou à Québec en 1910, on va faire disparaître ces péages. Et à ce moment-là, ben là, le développement, parce que c'était un frein quand même, il fallait payer à chaque fois qu'on traversait la rivière. À partir du moment où tout ça devient libre, ben là, évidemment, ça va être un développement mais absolument fulgurant là, à partir du début du 20e siècle. C'est une ville champignon. Là, on multiplie par 20 la population là, en quelques années. Et à partir de quand on voit apparaître un pont? Et puis lequel qui arrive en premier? Le premier pont sur la rivière Saint-Charles, c'est 1789. Ah oui, c'est un pont de bois, oui, c'est ça qui était à l'emplacement du pont de Rouen actuel, parce que c'est l'endroit où la rivière est le plus étroit. Et donc, on reconstruisait des ponts de bois, donc on les reconstruisait. Comme la rivière était navigable aussi, c'était des ponts qu'on devait soit lever ou glisser pour faire passer les petits navires qui remontaient la rivière. Et donc, on reconstruit ces ponts-là. Et c'est simplement encore là avec l'arrivée de l'annexion de la ville de Québec, où non seulement on va abolir les péages, mais on va reconstruire les ponts en métal. Il va y avoir ces ponts dont vous avez peut-être vu des photos, ces ponts à bascule, ponts en métal avec une bascule de béton là, qui faisait lever les ponts pour laisser passer la circulation maritime. Ben ça, évidemment, ça apparaît donc après les années 10, à partir des années 10. Et là, on va voir justement le pont de Rouen, le pont Dorchester, qui était déplacé, mais qui était un petit peu plus loin. Le pont Samson, c'est les années 1930. Alors, on va multiplier comme ça les ponts. Et plus, évidemment, il va y avoir de circulation d'un côté ou l'autre, plus ça va intégrer aussi Limoilou à la ville de Québec. On a parlé aussi un peu tantôt des industries du secteur Limoilou. On parle pas de grandes manufactures comme on peut voir à Montréal ou dans les autres grandes villes industrielles, hein, parce que, tu sais, Limoilou, c'est assez résidentiel aujourd'hui, donc il n'y a pas de grands bâtiments. Donc, j'imagine que c'est des manufactures un peu plus petites. Mais justement, le développement aussi de la construction à Québec, vu qu'on a construit maison sur maison, puis à chaque année, il y avait des chantiers, évidemment, ça amenait beaucoup d'ouvriers, soit comme on appelait des journaliers, des gens qui travaillait comme ça sur les chantiers de construction, mais ça amenait aussi ça prenait des planches, ça prenait des briqueries, ça prenait du ciment, ça prenait alors toutes ces fabriques-là aussi s'installent parce que le chantier. La grande entreprise qui va vraiment aussi contribuer énormément, c'est la papetière, l'Anglo, 1927, qui a changé plusieurs fois de main, maintenant la White Birch et tout ça. Et ça, à partir de là, même la construction de cette usine-là, c'est des fois 2000 ouvriers qui travaillent en même temps pour construire le bâtiment, puis après ça, au-delà de 1000 employés, alors ça veut dire 1000 familles, alors ils vivaient pas tous nécessairement à Limoilou, mais la plupart étaient souvent tout près. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, l'uniformité du quartier? Parce qu'on voit vraiment, là, d'un bâtiment à l'autre, c'est très semblable. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, c'est la rapidité, effectivement, de construction, vu que c'est je dirais jusqu'à, si on regarde de la rivière, du vieux Limoilou, comme on dit. D'ailleurs, on voit que l'apparition des ruelles et tout ça, c'est à partir de la 4e rue. Alors, on voit que les premières rues de Limoilou, c'est le vieux quartier qui était, aménagé. On voit d'ailleurs des éléments d'architecture plus ancienne. Mais à partir de la 4e rue, là, on voit ces maisons, ces triplex qui se construisent un après l'autre. Et comme c'était les mêmes bâtisseurs, les mêmes constructeurs, ben souvent on va donner vous avez ces petits escaliers en colimaçon, les balcons, etc. Alors tout ça s'uniformise et ça donne évidemment un caractère un peu particulier au quartier. Oui, parce qu'on voit justement dans le quartier Stadacona qu'on n'a pas le plan en damier aussi rigoureux qu'ailleurs, les constructions qui sont un peu différentes aussi. Il y a des petites exceptions comme il y avait la rivière Lairet qui a été canalisée, le boulevard Benoît XV. Voilà, Benoît XV, des Alliés, etc. Alors on voit tout d'un coup qu'il y a aujourd'hui, comme la rivière est disparue et canalisée, ben les gens regardent un peu le plan là où voient les rues et disent comment se fait-il que tout d'un coup on est en courbe comme ça alors que tout est quadrillé. Mais faut voir un petit peu la géographie du lieu pour comprendre. Et mis à part l'église Saint-Charles, les vestiges de l'histoire de Limoilou, les vestiges en termes de bâtiments, est-ce que vous en avez comme des favoris? Oui, il y en a évidemment. Il y a les fleurons qu'on pense au domaine Mézeray, qui appartient aujourd'hui à la ville de Québec, où il y a un vieux bâtiment qui appartenait au séminaire de Québec à l'origine et qui est encore un lieu absolument remarquable. Il y a dans le vieux Limoilou aussi un des rares édifices classés. C'est sur la 3e rue. C'est l'ancienne école d'Edléville qui a été construite en 1863, qui a
échappé au grand incendie de 1892 et qui est toujours là, qui a été restauré vraiment par André Lemieux, qui a mis beaucoup de soin à restaurer le bâtiment, à refaire le petit clocheton et tout ça. Alors, il a refait vraiment le bâtiment. Alors, c'est un très beau petit bijou. Et il y a aussi sur la rue de la Sarre, la villa Ringfield, où est installée la Société historique de Limoilou, en partie du moins, et qui est peut-être en voie de restauration, on espère aussi, parce que c'est un très beau monument des années 1840 et qui reste un peu une des rares villas qui appartenait justement à voyons, Monsieur Smith, là, qui était un des grands propriétaires du coin. C'est vrai, beaucoup plus reculé, hein, la villa. Là, c'est ça. Oui, puis évidemment, elle a besoin d'amour, comme on dit, parce que là, il faudrait refaire les parements, refaire la façade, etc. Mais c'est un très beau bâtiment et qui mérite certainement un clin d'œil là, au niveau patrimonial dans le quartier Limoilou. Et puis donc, à part le domaine Mézeray, on n'a pas vraiment de vestiges, disons, qui datent d'avant 1800? Avant 1800, non, pratiquement pas, parce que bon, il y a des lieux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple, le long de la rivière ou avec la promenade le long de la rivière, où on a indiqué les endroits où il y avait probablement des anciennes fortifications, des choses comme ça datant du régime français. Bon, on n'est pas certain. Actuellement, d'ailleurs, il y a un chantier aussi qui est plus postérieur, mais qui l'école d'architecture de l'université Laval ici travaille avec Madame Tania Martin sur un site qui est le site de l'ancien bâtiment de la famille Anderson, qui se trouve au coin de la 3e rue de la 3e avenue. Si vous allez dans ce coin-là, là, évidemment, c'est recouvert pour l'hiver, mais au mois de mai prochain, on va reprendre les fouilles. Alors, c'est un programme de 2 ou 3 ans et on a commencé l'an dernier. Il va y avoir un autre chantier archéologique cette année et il y a quand même des belles découvertes. On a découvert une clé assez remarquable, bon, des vestiges, des morceaux de plâtre et tout ça, mais intéressant quand même, qui relate un peu la vie quotidienne de l'époque. Oui, on a eu une émission là-dessus cet été, je crois, au mois d'août, avec Alison Bain, justement, professeur. Bain, donc, si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent aussi s'y référer. c'est Madame Bain, je m'excuse. Je parlais de Madame Martin parce qu'elle a fait travailler des étudiants aussi en architecture. Excusez-moi, je me suis trompé. Alors, c'est Monsieur Auger, Monsieur Réginald Auger, puis Madame Bain, excusez-moi. Donc, c'est déjà la fin de notre premier bloc. On va déjà aller à la pause musicale et publicitaire. Donc, on va y aller avec une chanson de Safia Nolin intitulée « Le goût du ciment ». Gifle morte, un point coureur. Dans la gorge, un goût de fleur. Pourri par devant et l'intérieur. Des scénarios de moi qui meurt. À 3600 secondes d'histoire, une émission où on parle de Saint-Charles de Limoilou avec Monsieur Gilles Galichan qui va bientôt publier son livre L'église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire et chantier d'avenir. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire du quartier Limoilou, c'est maintenant le temps d'aborder le sujet là, de notre émission qui est l'histoire de l'église Saint-Charles. Donc, Monsieur Galichan, on a vu que le développement urbain à Limoilou s'est déroulé lentement, mais à partir de quel moment on voit une présence cléricale à Limoilou?
présence cléricale, elle commence très, très tôt, puis c'est intéressant que vous posiez la question parce que les lieux mêmes de Limoilou aussi sont marqués par une présence cléricale. C'est-à-dire que la terre sur l'emplacement, le terrain sur lequel est construit l'église Saint-Charles appartenait à une terre agricole qui était dans le patrimoine de l'Hôtel-Dieu de Québec. Okay. C'est qu'au 17e siècle, cette terre-là a été concédée par les Jésuites à un monsieur qui s'appelait Timothée Roussel, qui était médecin à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ce monsieur-là a une fille qui s'appelait Louise, qui est devenue religieuse à l'Hôtel-Dieu. La terre a passé donc à l'Hôtel-Dieu et est restée même après l'abolition du régime seigneurial, avec toutes ces grandes propriétés dont on parlait. Il y avait une terre qui appartenait à l'Hôtel-Dieu et que l'Hôtel-Dieu continuait de cultiver. Et c'est sur ces terrains-là on a demandé de donner une portion pour construire l'église Saint-Charles. Et ce qui est intéressant, je vous mentionne ça très rapidement, c'est que des fois, on regarde le long de la 8e avenue. Vous avez là toute une série d'institutions. C'est que l'Hôtel-Dieu a concédé, ils ont vendu des terrains pour les particuliers, les propriétaires, mais ils ont également donné priorité aux lieux de culte, aux écoles et aux lieux publics. Ce qui explique que le long de la 8e avenue actuelle, vous avez justement l'ancienne église Saint-Charles de Limoilou, vous aviez le Centre Horizon qui était autrefois la salle paroissiale, vous avez le couvent, l'ancien couvent des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie qui est à côté, l'ancienne école Saint-Charles qui est un petit peu plus loin, le cégep de Limoilou qui était autrefois vous avez l'ancienne école Saint-Fidèle, l'ancienne église Saint-Fidèle, toujours sur cet axe-là. Vous avez le parc Ferland, le parc Saint-Fidèle. Ensuite, l'école Jean de Brébeuf, l'école Marie de l'Incarnation qui s'appelle maintenant, je crois que c'est une école de Limoilou. Voilà, c'est ça. Ensuite, vous avez plus loin encore, vous avez Saint-Paul-Apôtre, l'ancienne église Saint-Paul-Apôtre. Alors, vous avez tout cet axe-là. Et si vous regardez, c'est ça, et ce corridor-là, c'est l'ancienne terre de l'Hôtel-Dieu parce qu'ils ont donné toujours priorité lorsqu'on leur faisait un don, on leur demandait de donner des terres. Alors, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a voulu créer une paroisse. Une fois que la population était suffisamment grande, il s'agissait de détacher ce territoire-là de la paroisse de Saint-Roch de Québec. C'était Saint-Roch, en fait. Donc, les gens devaient marcher, vous savez, jusqu'à l'église Saint-Roch. Le curé des années 1890 était plus ou moins favorable à ce qu'on divise sa paroisse. Il avait besoin, lui, il pensait aussi au niveau financier pour reconstruire son église et tout ça. La dîme, c'est important. Il disparaît en 1895 et son remplaçant, lui, dit, ça n'a pas de bon sens, la paroisse est beaucoup plus étendue, alors il accepte. Alors donc, les pétitions des gens de Limoilou qui demandaient une paroisse, ça va être accepté par l'archevêché et en 1896, on crée donc la paroisse Saint-Charles du nom de la rivière et on va donc créer. Et c'est là qu'on demande à l'Hôtel-Dieu, comme est-ce que vous auriez un petit terrain à donner, puis l'Hôtel-Dieu donne le terrain où se trouve aujourd'hui l'église. Alors, on va construire donc un presbytère, une église, 1896. Le premier architecte à qui on demande de construire une église qui va être en pierre, c'est quand même important. Alors, on devine, même si c'est encore embryonnaire, que c'est un secteur qui va se populer, il va avoir une population beaucoup plus grande par la suite. Donc, on va construire quelque chose de massif, d'assez imposant en pierre. Et le premier architecte, donc, c'est David Ouellette, qui a, entre autres, il a fait beaucoup d'églises dans Québec. Si je vous nomme, par exemple, l'église de Trois-Pistoles, si je vous nomme Saint-Georges-de-Beauce, à Québec même... L'ancienne Lorette. L'ancienne Lorette. Ouais. Si je vous nomme aussi comme monument à Québec, sur la place d'Armes à Québec, vous aviez le monument de la foi, un monument un peu gothique, un petit peu gothique avec une fontaine, etc. Ça a été dessiné aussi par David Ouellette. Donc, c'est quelqu'un qui a été actif pendant 40-50 ans, qui a construit énormément d'églises, qui est un décorateur aussi. Alors donc, il va vraiment construire cette église. Il va s'inspirer aussi d'un courant architectural un peu médiéval à l'époque. On retournait beaucoup aux sources médiévales à l'époque dans l'architecture religieuse. Et son premier modèle, ça va être la cathédrale de Périgueux, Saint-Front de Périgueux, un style, si je vous nomme plus... Ça va vous donner plus une image, le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Alors, vous voyez un petit peu des clochetons, un petit peu byzantins, un petit peu Alors, ça aussi, qui est une église tout à fait contemporaine aussi, on construisait. Alors, ça roulait aussi dans l'esprit. Alors, on va construire une église avec un seul clocher, un style byzantin. Un peu aussi ressemblant au clocher de l'église Saint-Sauveur, qui est en restauration actuellement. Où vous avez aussi dans ce style-là, sur la Grande Allée, l'ancienne chapelle des Sœurs Missionnaires de Marie. On l'a refait. Maintenant, c'est un bloc, c'est des appartements. Et on a restauré, on a conservé la façade près de la rue Clairefontaine. Vous voyez un petit peu où c'est. Oui. Alors, on a gardé justement cette façade, puis le clocher est un petit peu dans cet esprit-là. C'est pas les mêmes architectes, mais quoique. Alors, c'est le même époque, même esprit. Alors, cette église-là, on l'a construite donc 1885. On nomme donc un curé, un jeune curé d'origine de Lévis qui s'appelait Côté et on construit cette église-là. Malheureusement, à peine est-elle terminée en 1899, donc elle vient à peine d'être inaugurée, que
que le feu l'a détruit. Elle est détruite. Alors, on recommence la construction, on la rebâtit, et à ce moment-là, comme il y avait eu des critiques, les gens trouvaient que le clocher un peu byzantin, tout ça, c'était pas très réussi. Alors, il va aller chercher une autre inspiration. C'est le même architecte, mais il va redessiner complètement. Il va faire un grand clocher très élégant, très pointu, qui rappelle un peu le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste, ceux qui connaissent le Saint-Jean-Baptiste. Alors, donc, un clocher conique, là, mais très, très élancé, très pointu. À mon avis, peut-être qu'il a voulu marquer aussi, comme Saint-Jean-Baptiste était à ce moment-là la dernière paroisse du côté ouest de Québec et que Limoilou était à l'extrémité est, faire comme deux flèches presque identiques qui se répondaient peut-être l'une l'autre. Ça, je ne sais pas, mais en fait, c'est possible que ça lui ait traversé l'esprit parce que ça ressemble beaucoup. Saint-Jean-Baptiste, c'est Ferdinand Péchy qui avait fait les plans. Alors donc, ces gens-là se parlaient, puis se connaissaient, puis peut-être qu'ils ont dit, tiens, c'est pas une copie exacte, mais ça rappelle un peu cette architecture-là. Et puis au moment où la paroisse de Saint-Charles est fondée, je crois que la paroisse de Saint-Zéphirin était déjà fondée. Oui, à peu près en même temps. Mais Saint-Zéphirin va demeurer longtemps, comme il y avait moins de population là-bas. Une desserte jusqu'en 1920 va demeurer une desserte de Saint-Roch. Alors, c'était donc un vicaire de Saint-Roch qui était curé, qui était désigné curé pour Stadacona. Et on va faire une très jolie église aussi, qui va servir de cadre au film de Hitchcock, Iconfest en 1950, 53, 52. Et alors, c'est ça. Donc, c'est ça, les paroisses vont naître aussi à partir de ce grand espace aussi, de Zéphirin. Et en 1914 aussi, on va faire une division pour créer Saint-François d'Assise, qui va être la première aussi paroisse. Puis après ça, il va y avoir d'autres divisions. Quels sont les défis qui sont liés à la mise sur pied d'une paroisse dans un quartier ouvrier comme Limoilou? En fait, oui, il y avait bien sûr les questions. Il fallait financer, évidemment. C'était la grande question, c'était l'argent. Bon, et comme on avait quelques ambitions, comme je vous le disais, une construction en pierre, etc. Déjà, on a une idée là que. Alors, il s'agissait et le financement, il se faisait aussi par des prêts personnels. Les gens pouvaient confier, au lieu de mettre leur argent à la banque, on confiait son argent au curé, parce qu'il n'y avait pas de fabrique à Saint-Charles. Ça, c'était un peu particulier. Okay. Il n'y avait pas de fabrique. Alors, on confiait l'argent au curé, qui, lui, pouvait faire des placements bancaires et on acceptait il y avait un rendement quand même, mais on acceptait qu'une partie des intérêts de cet argent-là serve pour la construction de l'église. Et ça permettait aussi une espèce de base, aussi une assise financière pour la paroisse, etc. Alors, ça s'est fait. C'est un modèle. J'imagine qu'il y a eu d'autres exemples au Québec, mais si jamais, en fait, les gens veulent en savoir plus, vous avez dans la série qui a été publiée ici aux presses de l'Université Laval, des atlas historiques du Québec. Il y en a un qui est sur la paroisse qui a été fait par Serge Courville et Normand Provencher. Alors, ceux qui voudraient en savoir plus sur comment, justement, et dans le milieu rural et dans le milieu urbain, on a construit comme ça ces paroisses, vont avoir un très, très beau modèle. Là. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Et à ce moment-là, le clergé, évidemment, un rôle au plan religieux, mais aussi d'autres rôles dans la communauté de Limoilou. Oui, bien sûr. Et on peut peut-être dire à ce moment-ci que, parce qu'il va y avoir un passage, je dirais, de flambeau entre le curé Côté, dont je vous parlais, dont j'évoquais un peu le nom, et les Capucins qui vont arriver en 1902. Il y a eu une espèce de petit scandale. C'est que le pauvre curé, après l'incendie de 1899, il doit reconstruire, il doit rechercher des sources de financement, il doit prendre les assurances, mais les assurances couvraient peu. Alors là, il est mal pris. Et comme c'était pas un bon administrateur, quand tout allait bien, ça allait, mais là, il n'y avait pas de conseil de fabrique, donc personne pour le conseiller. Il a paniqué. Puis les archives sont pas claires là-dessus. Puis j'ai consulté déjà des archivistes qui en savaient plus que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On pense que, pas pour s'enrichir lui-même, mais qu'il aurait joué aux courses des sommes d'argent de la paroisse, en espérant, vous savez, comme des fois des assistés sociaux qui s'achètent des tonnes de billets de loto en espérant qu'ils vont gagner la loterie. Bon, évidemment, les chances sont tellement minces que c'est aussi mieux d'être perdu. Alors, c'est ce qui est arrivé. Et là, évidemment, il était plus en mesure du tout de rendre compte de son administration. Il a paniqué, le bonhomme, et il a pris un billet de train, puis il est parti, s'est sauvé aux États-Unis. Il a laissé comme ça, de but en blanc, là, les bons. C'est vrai, ça, il est vraiment... Il est parti, il a sacré son camp, comme on dit en bon québécois. Alors, il a tout laissé là. Et évidemment, c'est ce qu'on imagine à l'époque, en 1902, un pasteur qui abandonne son troupeau, à quel point ça pouvait, là, les conversations de corde à linge, là, alors c'est pas long, que ça se... Alors, mais il y avait l'archevêque de l'époque qui s'appelait Bégin, c'est Monseigneur Nazaire Bégin, a sorti une carte de sa manche parce que depuis
10 ans, les Capucins, c'était des Capucins français qui de Toulouse, qui étaient arrivés en 1890, qui avaient demandé l'arrivée à Québec, mais comme il y avait déjà des franciscains à Québec et tout ça, on leur avait refusé. Alors, ils étaient allés, Montréal, on leur avait dit non, et finalement, ils s'étaient trouvés un petit refuge à Ottawa, parce qu'on avait besoin de prêtres là-bas. Monseigneur Duhamel avait dit, venez, je vais vous confier une paroisse, etc. Donc, ces Capucins s'étaient installés. Il y avait le fondateur qui s'appelait Alexis de Barbezieux, qui, de son vrai nom, c'était Georges Desrousiers, et qui souhaitait venir s'installer à Québec, parce qu'il voyait bien qu'Ottawa, c'était l'Ontario, puis c'était moins climat propice pour installer une communauté catholique et francophone. Alors, il demandait constamment, il frappait toujours à la porte de Monseigneur Bégin en disant, si jamais vous avez une occasion, mais là, l'occasion se présentait, un scandale. Alors, il fait venir Monseigneur, c'est-à-dire, il fait venir le père Alexis d'Ottawa en lui disant, écoutez, il y a une paroisse, faillite totale, il y a 50 000 $ à l'époque, vous imaginez, il faut ajouter plusieurs zéros, là. Ouais, alors, et des routes cléricales, etc. Alors, vous la prenez dans l'état actuel, vous nous déchargez parce que l'archevêché voulait surtout pas être obligé d'essuyer cette dette-là. Vous prenez ça, l'Église est en construction, c'est pas terminé, vous faites avec. Et puis je vous donne 10 minutes pour y penser. Alors le pauvre père Alexis a accepté. Il y avait quand même eu des feux verts venant de ses autorités du côté français. On lui avait dit si jamais l'occasion se présente, à accepter. Et ils sont obligés d'aller chez un notaire pour signer des papiers. Il y a même pas de loi de corporation des Capucins au Québec puisqu'ils étaient en Ontario. Alors le notaire lui demande qu'est-ce que vous avez à mettre en garantie pour cette dette énorme. Puis le père Alexis avait répondu j'ai ma bure, ma soutane, ma bure, mon cordon, puis mon chapelet. C'est tout ce que j'ai sur la table. Alors vous voyez, c'était assez audacieux de sa part, mais lui il s'est dit on va miser là-dessus, puis il a misé sur le potentiel, je dirais, de Limoilou. Et c'est comme ça que les Capucins arrivent en 1902 en catastrophe, mais très rapidement ils font construire un bâtiment parce qu'ils vont s'installer avec un noviciat et une communauté. Donc on construit le bâtiment qui est toujours là d'ailleurs actuellement et qui va permettre aux Capucins de s'installer et de lancer la construction de la reconstruction de l'Église. Et comment, finalement, on parvient à financer cette nouvelle église là, qui va être construite? Les Capucins, sur 25 ans, 30 ans, ils vont faire un effort d'imagination absolument extraordinaire. Et ils avaient une capacité, ces gens-là, d'imaginer des moyens de financement. Non seulement les quêtes puis les dîmes là, traditionnelles, ou peut-être justement les prêts de particuliers, mais ils vont imaginer des tas de choses qui vont stimuler aussi la vie sociale puis la vie culturelle du quartier. Par exemple, des pièces de théâtre, des concerts, des bazars de charité, des concours de popularité, etc. Ils vont faire, mais c'est inouï. D'ailleurs, je dressais une liste là tellement qu'il y en avait, plein de choses pour ramasser, mais avec des petits sommes parce qu'ils savaient bien que c'était des gens qui étaient pas très très riches, mais de ramasser des 5 sous, des campagnes de 5 sous, par exemple 5 sous par semaine, demandant à tout le monde de mettre 5 sous par semaine. À force de 5 sous, ils ont fini par construire une immense église, reconstruire même après un autre incendie. Ça va être vraiment, ils ont eu une imagination mais furibonde là, pour trouver des sources de financement. Et si on parle de l'Église à proprement parler, le symbolisme, parce que l'Église est un lieu où ça déborde de symbolisme, vos aspects symboliques les plus marquants pour vous? Il y en a beaucoup. Ça, on pourrait faire une émission complète là-dessus, mon cher ami. Mais c'est ça, si on regarde, c'est que je vous disais que David Ouellet s'inspirait des styles. Il va être remplacé parce qu'il décède, David Ouellet, et donc on va le remplacer par un autre qui s'appelait Ouellet, n'a pas de lien de parenté immédiat, c'est Joseph-Pierre Ouellet, qui va reprendre donc le dossier de la construction et de la reconstruction et de la décoration de l'Église en relation évidemment avec les Capucins, les directives des Capucins. Et là, on va vraiment faire entrer beaucoup d'artistes, des sculpteurs, des peintres, les boiseries aussi, la sculpture sur bois, donc les marbres, les vitraux. Là, on a vraiment beaucoup d'artistes qui vont entrer sur le chantier de l'Église. Et le symbolisme, il est énorme. Comme on va puiser, aujourd'hui, on construit plus tellement d'églises, et lorsqu'on les construit, on les construit de façon très épurée, etc., dans l'esprit de religieux d'aujourd'hui. Mais à l'époque, comme on va puiser dans tout le vocabulaire architectural du Moyen-Âge, donc on a tout ce réseau de cathédrales, de grands monuments européens, et tout ce vocabulaire-là qui remonte même précédemment au christianisme, même dans l'architecture classique des Grecs et des Romains. On va chercher là-dedans toute une longue tradition. Alors, vous avez la symbolique des chiffres, le 2, le 3, le
4, le 5, le 8. Par exemple, le chœur de l'église Saint-Charles, il est construit sous une base octogonale. Bon, au début, je me disais, bon, tiens, voilà, il a fait un octogone, mais je réalise que l'octogone, c'est, dans la tradition, un symbole de vie éternelle. Alors, souvent, on faisait les fonds baptismaux de façon octogonale. Vous avez des grandes basiliques, Aix-la-Chapelle, Saint-Vital de Ravenne. Plus près de nous, vous avez Notre-Dame du Cap. Même dans l'architecture moderne, vous avez des choses qui sont octogonales. Donc, le 8, c'est un symbole, mais c'est partout. Les couleurs, les chiffres, les formes, et tout ça se répond. Alors, il y a vraiment une cohérence dans tout ça, et ça, c'est vraiment... Ça a été ma grande découverte. Comme je suis pas historien de l'art, ça a été un peu ma grande découverte. En Amérique, là, ça a été ça. J'imagine que c'est bien développé dans le livre. Voilà, pour le temps qui nous manque, là, on va pouvoir rattraper ça dans le livre Exactement. qui va paraître génial. Bon, ben, c'est déjà la fin de notre deuxième bloc. On va y aller en chanson avec Georges Brassens qui, accompagné de Moustache, qui est un groupe de jazz, vont interpréter Élégie à un rat de cave. Personne n'aurait cru ce cave prophétisant que par malheur. Mon pauvre petit rat de cave, tu débarquerais avant l'heure. Tu n'étais pas du genre qui vire de bord et tous on le savait. Du genre à quitter le navire et tu es la première qui l'ait fait. Maintenant, mamie, qu'on te séquestre au sein des cieux, que je me déguise en chanteur d'orchestre pour tes beaux yeux. En partant, mamie, je te l'assure, tu as fichu le noir au fond de nous. Quoi qu'on n'ait pas mis de crêpes sur nos putains de bignoux. On ne m'a jamais vu, faut que tu le notes, c'est une primeur. Faire un bœuf avec des croque-notes, c'est en temps honneur. Sache aussi qu'en écoutant Béchette, folle gamberge, on voit la nuit tomber. Ton fantôme qui sautille en cachette rue du vieux Colombier. Ton fantôme qui sautille en cachette rue du vieux Colombier. Sans aucun au revoir mes frères, mais on t'en veut pas pour autant. Mine de rien, tu es allé faire ton trou dans les neiges d'antan. Désormais c'est pas des salades parmi Flora, Jeanne, Thaïs. J'inclus ton nom à la ballade des belles dames du temps jadis. Maintenant, mamie, ta place est faite chez les gentils que tu as retrouvé pour l'éternelle fête, papa Zouti. Chauffe la place à tous les vieux potaches, machin chose, et Luther et l'oignon, et ce gratte du bide de moustache, tes fidèles compagnons. S'il est brave, pourquoi que Dieu le Père là-haut ferait quelques différences entre Saint-Pierre et Saint-Germain-des-Prés. De tout cœur on espère que dans ce paradis miséricordieux brille pour toi des lendemains qui dansent où il n'y a pas de bon Dieu. Pour toi des lendemains qui dansent où il n'y a pas de bon Dieu.
De retour à 3600 secondes d'histoire, une émission qu'on consacre au livre qui va bientôt paraître, intitulé « L'Église Saint-Charles de Limoilou, témoin d'histoire et chantier d'avenir ». On en parle avec l'auteur, Gilles Galichan. On a abordé l'histoire de Limoilou, on a abordé brièvement aussi l'histoire et quelques aspects de l'Église Saint-Charles. Maintenant, on va faire un saut dans le temps pour parler d'une histoire assez récente. C'est l'histoire de la fermeture de l'Église. Donc, dans quelles circonstances on met fin à la vocation spirituelle de l'Église Saint-Charles? Bien, c'est sûr que, comme bien des paroisses, bien des secteurs religieux du Québec, on voit ces fermetures de paroisses, ces regroupements de paroisses, etc. C'est ce qui s'est passé avec Limoilou. Alors, à la grande époque, à la fin des années 60, il y avait 11 paroisses sur le territoire de Limoilou. Alors, on va les réduire tranquillement. Et en 1998, on va regrouper ça, on va faire 3 paroisses. Donc, on va essayer de garder certains lieux de culte ouverts, des anciennes églises, des anciennes paroisses, d'autres qui vont être rapidement recyclées. On pense à l'église Saint-Esprit qui est devenue l'école de cirque du Québec, donc une très belle réussite de recyclage. Pardon. Et qui va donc on va reprendre comme ça ces monuments-là. L'église, dans le cas de Saint-Charles, regroupée donc dans une nouvelle paroisse qui s'appelait Notre-Dame de Rocamadour, vieux culte d'ailleurs qui remonte à Jacques Cartier, parce que paraît-il que Jacques Cartier avait fait un vœu si jamais il survivait du scorbut avec l'essentiel de son équipage, qu'il allait faire un pèlerinage à Notre-Dame de Rocamadour. Alors le nom est resté comme ça associé aux origines de Limoilou. Donc on a donné ce vocable-là à la nouvelle paroisse. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, Saint-Charles est resté ouverte quand même jusqu'en 2012. En 2012, comme l'église, coûtait cher à entretenir, c'était la plus grande église, comme le centre, je dirais, géographique et l'écoumène, disons, du quartier était plus vers Saint-Fidèle, on a gardé l'église Saint-Fidèle, plus récente, plus facile à entretenir, etc. Donc, on a fermé l'église Saint-Charles. Donc, à partir de 2012, elle est désacralisée, on enlève tout, mais elle est restée, c'est l'avantage qu'on a eu pour le livre avec Marc Lajoie. Marc Lajoie qui est photographe et qui a travaillé avec moi sur ce livre-là. On a pu la photographier dans son état actuel, mais qui est son état, évidemment, qui était tel quel, au fond, même avant la fermeture, parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant, en tout cas, de grandes transformations. Évidemment, là, la requalification et ce qui s'en vient va certainement modifier, il va y avoir des transformations inévitables, mais on espère, évidemment, qu'on va conserver la valeur artistique, architecturale du lieu. Mais voilà, c'est ça. Donc, l'église elle est fermée, mais elle est toujours dans son état traditionnel. Donc, ça nous a permis aussi de faire un livre aussi où la photographie va être extrêmement importante et va être magnifique aussi parce que j'ai eu la chance de voir les photos et Marc Lajoie a vraiment insisté beaucoup. On a pris presque sur une année complète là, pour vraiment photographier avec les éclairages, tout ce qu'il fallait, avoir les meilleurs... et voir aussi des choses que les gens ne voient pas, par exemple les cloches, voir des détails de structure, etc. Alors, on était capable d'aller prendre des photos absolument magnifiques. Un peu d'aventure jusque dans le clocher. Jusque dans le clocher, voilà, des choses vraiment qui sont aveugles, c'est-à-dire que les gens ne voient pas, on ne voit pas ça, et pourtant, ça fait partie aussi de la valeur patrimoniale d'un lieu. C'est pas reposant le métier d'historien. Et malheureusement, je crois que l'orgue de l'église a été vendu en Norvège. En Norvège, voilà, exactement, c'est ça. Faut dire que, l'orgue avait souffert beaucoup parce que, un orgue qui est mal entretenu et tout ça depuis plusieurs années, donc il a été plus acheté pour les pièces que pour l'orgue lui-même. Effectivement, ce qui en reste est rendu et je crois que c'était même pour restaurer, on va s'en servir pour restaurer un orgue de la même époque, peut-être de Casavant aussi, parce que Casavant a vendu dans le monde entier. C'était un orgue de 45 jeux quand même, c'était pas une paille, là. Et c'était... donc, effectivement, c'est en 2013, je crois, 2014 que l'orgue est disparu. Donc ça, évidemment, c'est vrai que ça a été, vous faites bien de le rappeler, ça a été enlevé, mais dans l'ensemble, en fait, l'essentiel est toujours dans l'état d'origine. Est-ce que du moment où l'Église a cessé d'être un lieu de culte, la démolition a été envisagée? En fait, qu'est-ce qu'il en était là, au moment de 2012 où ça ferme? Non, je crois pas que ça n'a jamais été... Parce qu'il y a toujours eu une reconnaissance au niveau municipal, même du temps de Jean-Paul Lallier comme maire. On avait identifié quelques églises de Québec qui méritaient quand même une attention au niveau patrimonial, et Saint-Charles déjà faisait partie de celle-là. Là, actuellement, il y a eu des subventions qui ont été données et par la Ville de Québec et par le ministère de la Culture pour
8 églises de Québec. Bon, évidemment, c'est le Québec maintenant élargi parce qu'on va chercher l'église de Beauport, l'église de Charlesbourg, les 2 vieilles cathédrales, cathédrale anglicane, cathédrale catholique de Québec. Donc, et Saint-Charles fait partie de ça. On parle de Saint-Roch, Saint-Sauveur, en fait, vraiment les églises qui ont une valeur architecturale et patrimoniale plus grande. Donc, évidemment, ne serait-ce que cette reconnaissance-là, même si c'est pas un monument historique comme Saint-Jean-Baptiste ou la Notre-Dame de Québec, ben, il reste que quand même, elle attire l'attention des spécialistes et je crois pas donc qu'il soit question de démolition. De transformation, oui, inévitablement, mais comme on l'espère aussi une transformation qui soit respectueuse. Et puis vous nous parlez un peu d'espace d'initiative. Bien sûr. Et puis saluer évidemment Édouard Julien Blanchet qui est un peu l'âme de ce mouvement-là. Ils ont un site Internet. D'ailleurs, on peut facilement, si vous voulez voir les activités qui sont autour de ça. En fait, c'est un groupe finalement qui essaie de fédérer autour de ce projet de requalification de l'Église toutes les organisations, les institutions ou les personnes qui pourraient être intéressées à occuper un espace finalement dans une église transformée ou requalifiée pour avoir des espaces d'entreposage, des bureaux, n'importe quoi. Un des projets qui reste en tout cas sur la table et qui pourrait être intéressant pour l'avenir, c'est de créer un musée de quartier, un écomusée de quartier qui pourrait occuper pas toute mais une grande partie de l'espace de l'église parce que c'est quand même pas évident. On peut faire des salles de spectacle, des bibliothèques et tout ça est possible. Mais ça manque à Québec, un musée de quartier qui raconterait... À Montréal, il y a le musée du Fier-Monde, qui est en Hochelaga-Maisonneuve, qui raconte un peu la vie quotidienne des ouvriers, des petits commerces, etc. À Québec, il n'y a pas d'équivalent de ça. Alors, ça pourrait être, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais ça pourrait être un projet, en tout cas, à mon avis, porteur, qui rassemblerait, qui ramènerait aussi les gens, non plus pour une vocation religieuse, qui n'est plus, mais pour une découverte de la vie quotidienne, de ce qu'était la vie des gens de ce quartier-là, ceux qui l'ont bâti et ceux qui ont payé aussi avec les 5 sous, qui ont payé aussi ce bâtiment-là. Puis est-ce que, mis à part le projet d'écomusée, est-ce qu'il y a d'autres projets, disons, plus... en fait, c'est quoi les avenues possibles? Ben là encore là, je sais, on parlait tout à l'heure de Mme Martin, Tania Martin, elle a fait travailler des étudiants là-dessus, mais il pourrait y avoir des espaces, prenez le cégep de Limoilou qui est tout près, peut-être que il pourrait y avoir comme un laboratoire d'histoire de l'art ou d'art religieux qui serait intégré à l'église, où on amènerait les étudiants aussi sur place pour regarder, attirer l'attention sur certaines choses qu'on conserverait. Alors, tout ça est possible, mais bon, j'en sais rien. Au fond, le projet de ce livre-là, comme je vous disais, c'est à la fois, bien sûr, de signaler qu'il y a des avenues possibles d'avenir, mais comme on les connaît pas, c'est difficile de... Bon, il s'agit de voir aussi que ce livre-là contribue à sensibiliser le milieu, sensibiliser les gens, à dire, bon, ben, mon Dieu, on a ça entre les mains, c'est comme un héritage, effectivement, c'est un patrimoine. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est plus une église, ça sera plus une église, mais est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec? Et c'est ce que je souhaite au fond. Alors, c'est pour ça que ce chantier d'avenir, ben, il est ouvert, c'est vraiment un dossier ouvert pour l'avenir. Donc, c'est vraiment intéressant et ça tombe à point, ce livre-là, justement, au moment où on a des réflexions sur l'avenir de cette Église. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour discuter de ce sujet qui est très intéressant, qu'on aurait pu parler encore pendant plusieurs heures. Monsieur Galichan, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a vraiment été un plaisir. Merci beaucoup aussi à Emmanuel de m'avoir accompagné dans cette aventure et merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Et on se revoit la semaine prochaine.